L'encre sur ma lettre de promotion était à peine sèche et l'odeur de la papeterie de luxe emplissait mon bureau à la maison. Vice-présidente senior, j'avais enfin atteint le sommet. Mais lorsque je suis entrée dans le salon pour partager la nouvelle avec Marc, il n'y avait pas de champagne. Il n'y avait pas de fleurs. Au lieu de cela, mon mari depuis 7 ans était assis à la table de salle à manger en acajou avec un bloc-notes juridique et une calculatrice, son visage un masque d'indifférence clinique. J'ai entendu parler de l'augmentation de salaire, dit-il, sans même lever les yeux. Félicitations. Mais puisque tu es maintenant officiellement dans la cour des grands, je pense qu'il est temps d'arrêter de jouer à la dinette avec nos finances. Ce qui est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Avec effet immédiat, je veux des comptes séparés. On partage l'hypothèque, les charges et les courses 50-50e. Fini de profiter de ma stabilité. Point final. Il pensait me donner une leçon. Il voyait mon succès comme une menace, une ombre éclipsant son propre ego. Il voulait s'assurer que même si je gagnais plus, je ne toucherais pas un centime de sa richesse. J'ai regardé l'homme que j'avais soutenu à travers 3 entreprises ratées et 4 ans de revenus stagnants, et j'ai ressenti une étrange et glaçante lucidité. D'accord, dis-je, ma voix aussi stable que la main d'un chirurgien. Je suis d'accord. Mettons ça par écrit. Il eut un sourire narquois, pensant qu'il avait gagné une guerre psychologique. Il n'avait aucune idée qu'il venait de signer l'arrêt de sa propre destruction. Pour comprendre pourquoi j'ai accepté si vite, il faut comprendre les 7 années qui ont précédé cette nuit. Je n'étais pas seulement la femme de Marc. J'étais sa bienfaitrice silencieuse. Quand son cabinet de conseil n'était rien de plus qu'une déduction fiscale glorifiée, c'est moi qui travaillais 60 heures par semaine à l'agence. J'ai payé pour la lune de miel qu'il ne pouvait pas se permettre, la voiture qu'il insistait pour conduire pour paraître à la hauteur, et l'assurance maladie premium qui couvrait les traitements cardiaques chroniques de sa mère. Marc était un homme bâti sur l'échafaudage de mon labeur. Mais il avait un talent pour réécrire l'histoire. Dans son esprit, il était le visionnaire, et j'étais simplement la personne fiable. Quand ma promotion a finalement propulsé mon revenu dans une tranche qui éclipsait le sien, sa fierté n'a pas seulement été blessée, elle s'est gangrenée. L'ère des comptes séparés a commencé un lundi. Je l'ai observé comme un faucon. Soudain, Marc croulait sous l'argent. Il a acheté une montre suisse à 12 000 $. Il a échangé sa berline contre une voiture de sport avec un loyer à faire pâlir un médecin. Il a commencé à parler d'investissement privé et de portefeuille à haut rendement. Il agissait comme si la séparation de notre argent avait magiquement débloqué une fortune qu'il avait cachée à mes habitudes de dépenses. Mais je connaissais les chiffres. L'entreprise de Marc était toujours stagnante. Ses clients étaient rares. D'où venait l'argent? Je n'ai pas discuté. Je ne l'ai pas harcelé. Au lieu de cela, j'ai utilisé mon nouveau salaire pour engager Sarah, une experte comptable judiciaire spécialisée dans les litiges conjugaux discrets. Je lui ai donné accès à nos anciens relevés communs et lui ai dit de trouver la fuite. Elena, m'a appelé Sarah 3 semaines plus tard, la voix tendue. Votre mari n'est pas seulement un crétin. C'est un prédateur. Il n'a pas investi son propre argent. Il a systématiquement siphonné le fonds en fiducie que votre belle-mère, Evelyne, a mis en place pour sa maison de retraite médicalisée et les impôts sur sa succession. Il a une procuration et il l'a traité comme un distributeur de billets personnels pour sauver les apparences maintenant que vous l'avez dépassé. Le total, 98 000 $. Il volait sa propre mère, une femme qu'il idolâtrait, juste pour ne pas paraître pauvre à côté de sa femme qui réussissait. Mon cœur s'est brisé pour Evelyne, mais mon âme s'est endurcie pour Marc. Je ne l'ai pas confronté. J'ai attendu. Je l'ai laissé acheter plus de costumes. Je l'ai laissé se vanter lors de dîners de son indépendance financière. J'ai attendu la scène parfaite. Pendant 2 mois, j'ai joué le rôle de l'épouse humble. J'ai fait semblant de me serrer la ceinture pendant qu'il étalait sa richesse. Ça doit être dur, Elena, disait-il en faisant tourner un verre de scotch de 30 ans d'âge. S'adapter à ton propre budget. Mais c'est bon pour toi. Ça t'apprend la valeur de l'argent. Je hochais simplement la tête, sirotant mon eau du robinet.
Tu as raison, Marc. J'apprends tellement de choses. J'apprenais qu'il avait aussi cessé de payer sa moitié des impôts fonciers sur notre maison, détournant cet argent vers un compte séquestre secret qu'il avait l'intention d'utiliser pour un acompte sur un appartement, un endroit qu'il repérait pour sa sortie éventuelle de notre mariage. Il ne se contentait pas de séparer les comptes. Il planifiait une désertion. La tension a atteint son paroxysme la semaine précédant le 75e anniversaire de sa mère. Nous avions prévu notre déjeuner dominical traditionnel chez Evelyne. Ce n'était pas juste un repas, c'était un événement. Les sœurs d'Evelyne seraient là, le curé de la paroisse locale, et quelques vieux amis de la famille. Marc adorait ces déjeuners. C'était son royaume où il pouvait jouer le rôle du fils magnifique et prospère. J'ai préparé un cadeau spécial pour Evelyne. Je ne l'ai pas mis dans une boîte cadeau. Je l'ai mis dans un portfolio professionnel en cuir. La veille du déjeuner, Marc était de très bonne humeur. Je pense emmener maman en croisière l'année prochaine, se vanta-t-il. Comme j'ai si bien géré mon portefeuille ces derniers temps, je pense que je peux me permettre la suite impériale. C'est très généreux, Marc, dis-je en glissant le portfolio dans mon sac. Je suis sûre qu'elle aura exactement ce qu'elle mérite. L'après-midi était magnifique, le genre de dimanche trompeur où tout semble permanent et sûr. La salle à manger d'Evelyne était remplie de l'odeur d'agneau frotté au romarin et de vin coûteux. « À mon fils », dit Evelyne en levant son verre. Sa voix était frêle mais pleine de fierté. Un homme qui prend soin de sa famille, qui gère mes affaires avec tant de soin, et qui a fait preuve d'un tel leadership alors même que sa femme gravit sa propre petite échelle professionnelle. La table gloussa. Marc rayonnait, ajustant sa montre à 12 000 $ pour qu'elle capte la lumière du soleil. La famille d'abord, maman. C'est la seule règle que je suis. Je me suis levée. J'aimerais donner mon cadeau maintenant, dis-je. La pièce est devenue silencieuse. Parce que Marc a raison. La responsabilité et la famille sont tout. Et puisque Marc a insisté pour que nous ayons des comptes séparés afin d'assurer une transparence totale, j'ai pensé apporter cette transparence à tout le monde. J'ai tendu le portfolio en cuir à Evelyne. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» demanda-t-elle, le front plissé. « C'est un audit complet, Evelyne, dis-je, ma voix portant jusqu'au fond de la pièce. Puisque Marc est si fier de la façon dont il gère les affaires, j'ai pensé que vous aimeriez voir que la croissance de votre fonds en fiducie, en particulier les 98 000 $ de retrait qui coïncident parfaitement avec la nouvelle voiture de Marc, sa nouvelle montre, et les dépôts sur son compte de sortie privée. » Le sang quitta le visage de Marc si vite que c'était comme voir un fantôme se matérialiser en temps réel. « Elena, qu'est-ce que tu fous ? C'est une affaire privée. » « Oh, mais Marc, ai-je répondu, tu l'as dit toi-même. Ce qui est à toi est à toi. Mais le problème, c'est que cet argent n'était pas à toi. C'était la sécurité médicale de ta mère. C'était les impôts de cette maison même. » Evelyne a ouvert le portfolio. La première page était un relevé bancaire agrandi avec des cercles rouges autour des virements. La deuxième page était une photo de la nouvelle voiture de sport de Marc mise en parallèle avec la date d'un retrait de 30 000 $ pour frais médicaux qui n'est jamais allé chez un médecin. Le silence était assourdissant. Puis le bruit du papier qui se déchire. Les mains d'Evelyne tremblaient si fort qu'elle a déchiré la page. Elle a regardé la montre à 12 000 $ au poignet de Marc. Elle a regardé le vin dans sa main. « Marc, murmura-t-elle. Maman, elle ment. Elle est jalouse parce que j'ai exigé mes propres comptes. J'ai les signatures, Marc, l'ai-je interrompu. L'experte comptable a vérifié ton adresse IP pour chacun de ces virements. Tu n'as même pas utilisé de VPN. Tu étais si arrogant, si sûr que parce que j'étais séparée, je ne regarderai jamais de ton côté de la barrière. » Evelyne s'est levée. Elle n'a pas pleuré. Elle a hurlé. C'était un son de pure trahison maternelle. Tu m'as volé. Tu m'as laissé m'inquiéter de l'augmentation du coût de mes médicaments pour le cœur pendant que tu portais ma chirurgie à ton poignet. Elle a attrapé la bouteille de vin rouge au centre de la table et l'a versée lentement, délibérément, sur la tête de Marc. Le liquide rouge a imprégné son costume de créateur, ressemblant à une blessure fraîche.
Sors, siffla TL. Sors de ma maison. Sors de ma vie. Et si je ne vois pas chaque centime de cet argent restitué d'ici la fin du mois, je serai le témoin vedette de l'accusation à ton procès pour détournement de fonds. Les conséquences furent une démolition clinique. Parce que Marc avait insisté sur cet accord de comptes séparés juridiquement contraignant, il s'était piégé lui-même. Il ne pouvait prétendre à aucune part de ma prime de promotion ou de mon salaire pour payer une défense coûteuse. Il avait signé un document stipulant qu'il était responsable de ses propres dettes. Il a essayé de me poursuivre pour détresse émotionnelle et diffamation. Mes avocats ont simplement produit l'audit judiciaire et son propre accord de séparation financière signé. Le juge l'a presque chassé du tribunal en riant. Marc a tout perdu. Pour éviter la prison, il a dû tout liquider. La voiture de sport a été vendue, la montre aussi. L'acompte sur l'appartement de sortie a été perdu. Il a fini par vivre dans un appartement en sous-sol dans un quartier qu'il méprisait autrefois, occupant un poste de saisie de données de niveau intermédiaire où personne ne se souciait de sa vision. Sa mère ne lui a jamais pardonné. Elle a changé son testament, léguant ce qui restait de sa succession à une œuvre de charité pour les personnes âgées victimes d'abus financiers. Elle et moi restons en contact, bien que ce soit doux amer. Je pense qu'elle me voit comme le chirurgien qui a dû amputer un membre pour sauver le corps. Le jour où notre divorce a été finalisé, Marc était assis en face de moi dans le couloir du palais de justice. Il avait l'air hagard. « Tu m'as ruiné », a-t-il murmuré. « Tu avais l'argent. Tu aurais pu simplement m'aider. Pourquoi as-tu dû me détruire devant ma mère ?» Je l'ai regardé et pour la première fois depuis des années, je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de pitié, juste la satisfaction froide du travail bien fait. « Tu voulais des comptes séparés, Marc, dis-je en me levant pour partir. Je t'ai juste donné ce que tu avais demandé. J'ai séparé ma vie de tes mensonges, mon succès de ta cupidité, et mon avenir de tes échecs. Tu m'as appris la leçon, tu te souviens ? Chacun doit se tenir sur ses deux pieds. Je suis sorti au soleil, mon compte en banque plein, ma conscience tranquille, et ma vie, enfin, merveilleusement mienne. Fin.